Bonjour, nous sommes le vendredi 20 octobre 2017. J'avais commencé ma vidéo et c'était un tel, comment dire, un tel gâchis que je la recommence. Voilà. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il m'est arrivé des choses qui m'arrivent parfois. Quand je commence ma vidéo, j'ai plein de choses à dire et elles interfèrent un peu trop dans ma pensée. Euh, je pense à Monsieur Ténière, le linguiste, qui disait que nous avons déjà beaucoup de mal déjà à faire des phrases parce qu'il y a plusieurs idées comme ça. Il y a des petits ballons, des stémas, il appelait ça, qui se bousculent dans notre tête et nous essayons de passer ça sur le rouleau compresseur pour en tirer une phrase qui sorte à l'arrivée. Voilà, beaucoup de dimensions qui finalement doivent se résoudre dans ce parcours linéaire qui va du début d'une phrase à la fin d'une phrase à la fin d'un paragraphe et d'un début d'un exposé à la fin. Et ce qui m'avait distrait au moment où j'ai commencé, c'est que je voulais vous parler des bonnes questions, et j'avais été déraillé entièrement par une vision de ce que j'ai fait hier soir. Et ce que j'ai fait hier soir, c'est quelque chose que je fais souvent, c'est que quand quelqu'un est mort dans la journée, bah, j'y pense, et puis j'ai envie de faire mon petit hôtel, ma petite piété. Et donc hier soir, bah, je voulais voir un film avec Daniel Darieux, bien entendu. Et ce que nous avons fait, Madeleine et moi. Et j'allais dire Daniel et moi, Madeleine et moi. Et nous avons regardé La Ronde de Max Ophuls, que j'ai la chance d'avoir dans ma cinémathèque dont je suis content parce que il est rare qu'il se passe quelque chose et que je ne puisse pas l'épuiser là parmi les milliers de cassettes ou de DVD que j'ai, quelque chose qui me fasse penser à ce que j'ai envie de penser. Alors voyez ce film si vous ne l'avez pas vu, La Ronde 1950, un film de Max Ophuls qui a fait scandale à l'époque parce que ça parle surtout de l'adultère et des choses qu'il ne faudrait pas faire de ce point de vue-là de la distraction du désir, de l'amour et de toutes ces choses. Mais le scandale n'a pas été à la hauteur de ce qu'il fut quand en 1897, M. Arthur Schnitzler produisit la pièce La Ronde de l'amour. Et donc ce monsieur Schnitzler, si vous ne savez pas qui il est, moi j'en parle souvent parce qu'il a écrit des choses importantes. J'ai parlé de sa Traumnovelle, qui est la trame, le scénario de ce film qui s'appelle Eyes Wide Shut de Kubrick avec Tom Cruise et Nicole Kidman. C'est la manière dont nous pouvons déraper de manière tout à fait lamentable et affreuse parce que le désir de copuler nous distrait au milieu de ce que nous essayons de faire de manière organisée, avec un plan, plutôt avec un plan. Et donc au moment où cette pièce sort, c'est le scandale et c'est un prétexte à l'antisémitisme le plus débridé. Il y a des gens qui vous disent ce fait d'être distrait par l'amour, par le désir, c'est une affaire de juifs. Vous pouvez voir ça sur Wikipédia, euh, dans, le, dans cette capacité à être à côté de la plaque. Notre genre humain est quand même assez remarquable. Alors, oui, ce que je voulais faire, c'était pas parler de Daniel Darieux. Aujourd'hui, je voulais vous parler du genre humain. Et je voulais vous parler de ces livres qui paraissent ces jours-ci. Alors, celui-là, je vous l'ai déjà montré, Sapiens. Maintenant, il y a la suite qui s'appelle Homo Deus. À Harari, j'oublie toujours son nom, Harari. Euh, il y a celui-là aussi. Voilà. Où en sommes-nous? Emmanuel Todd. Dans les livres qui sont sortis. Alors là aussi, vous voyez en haut Stigler, vous voyez le suspect habituel, et puis vous voyez des gens qu'on aime bien, Evgeny Morozov, Julien Assange, Dominique Cardon, la toile que nous voulons, ça c'est plus spécifique. Harari, Todd, c'est sur des thèmes très proches de mon bouquin que je suis en train de terminer qui s'appellera Qui étions-nous. C'est voilà, qui sommes-nous, qui étions-nous. Et là, des gens comme Harari, Todd,
nous apportons des réponses extrêmement différentes. Nous posons les mêmes questions, mais nous apportons des réponses extrêmement différentes. Et je sais qu'il y aura bientôt un autre livre sur un pas très éloigné justement sur cette question de qui nous sommes par Annie Lebrun. Je veux pas ce que j'en sais, c'est par des conversations. Mais là aussi, il faudra guetter la sortie de ce livre. Et là aussi, ce sera un livre dont il faudra peser ce qui y est dit. Ce sera peut-être plus proche de ce que je dis moi que ce que dit Todd ou Harari. Mais il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr que les réponses convergent. Alors, pour le bouquin de Todd, il faut absolument le lire. Vous le savez, si vous lisez Todd et si vous me lisez moi, vous savez que nous sommes des amis. Vous savez que nous avons été formés par les mêmes maîtres, en gros, mais vous savez que nous donnons des réponses très, très différentes. Je ne parle pas, moi, en termes de famille ou non, je ne parle pas en termes de démographie. Je ne parle pas de... J'attache beaucoup moins d'importance que lui au libre-échange ou pas libre-échange. Je m'intéresse beaucoup moins à des nations en particulier. J'essaie de prendre de la hauteur, de l'altitude. Quand on dit l'Allemagne, les États-Unis, la Russie, je réfléchis plus en anthropologue, à la langue, aux grands concepts qui ont formé les civilisations, comme la raison d'un côté, le Tao de l'autre, l'ordre du monde, l'ordre immuable du monde, des choses de cet ordre-là, ce qui est inscrit dans la langue, dans la manière dont nous pouvons parler et du coup parler intérieurement et du coup raisonner. Enfin, vous verrez tout ça à l'arrivée, mais comme je le dis, lire mon bouquin, Qui étions-nous, ça n'empêchera pas de lire le livre de Harari ou les livres d'Harari ou de lire les livres de Todd ou les livres d'Annie Lebrun, certainement pas. Nous venons chacun avec la boîte à outils que nous avons pu constituer, mais il faut mettre tout ça ensemble. Sur ma boîte à outils, vous allez pouvoir lire un ouvrage très rapidement. Il est arrivé chez l'éditeur hier, À quoi bon penser à l'heure du grand collapse, mon entretien avec Franck Cormeret et Jacques Athanase Gilbert, tous les deux membres d'Ars Industrialiste, tous les deux donc proches de Stigler, Jacques Athanase Gilbert, professeur à Nantes, et Franck Cormeret, professeur à Bordeaux, qui me posent d'excellentes questions, qui ont lu tout ce que j'ai écrit, et qui du coup peuvent mettre tout ça ensemble. Là, c'est l'étalage de ma boîte à outils. Ils ont l'amabilité de considérer que j'ai dit des choses qu'on n'a pas encore dit avant ni ailleurs. J'insiste toujours sur le fait que nous ne sommes chacun d'entre nous jamais que des bricoleurs, de recycleurs qui remettent ensemble des éléments qui en général sont déjà là, mais dans la recombinaison, il y a peut-être effectivement du neuf et qu'il faut peut-être attirer l'attention sur le neuf comme un apport nouveau. Alors, c'est important de dire ça parce que nous sommes, je le vois dans les commentaires surtout de mon blog, je le vois dans le nombre de gens qui regardent et dans les courriers que je reçois. Le découragement est à son comble. Et d'une certaine manière, il s'explique très bien quand nous sommes coincés dans des régimes qui ne nous donnent plus comme choix que le libéralisme, l'ultralibéralisme, le chacun pour soi, la concurrence, la compétition, ou bien le populisme qui est un discours qui part du bon endroit, le peuple, la nation en tant que telle, les gens, mais qui faute de contenu, y met n'importe quoi, d'anciennes mythologies, les réflexes, les catégories les plus élémentaires, celles qui font que, comme l'avait souligné très bien Saint-Just, nous nous comportons en tant qu'êtres humains comme si nous appartenions à des espèces en guerre permanente.
Nous avons, et c'est ça évidemment, bien entendu, je dirais le crime de l'ultralibéralisme. Nous avons repris cette idée de l'homme loup pour l'homme, et au lieu d'en faire l'horreur contre laquelle nous devons nous battre, comme la tentation abominable, nous en avons fait le modèle de ce que nous devrions être. Et malheureusement, les économistes en général sont les complices de ça. Ce sont les mercenaires de ce type de discours. Je dois en accepter ce monsieur Thaler qui a eu un prix Nobel, comme monsieur Kahneman. Parfois, les prix Nobel d'économie sont donnés à des gens qui remettent en question précisément ça. Et ce monsieur Thaler, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Moi, je ne travaillerai pas pour un hedge fund. Je l'ai fait à une époque, je dirais, en anthropologue, mais maintenant que je suis anthropologue de la finance, je ne le ferai plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut combattre des gens qui remettent en question les préjugés de la science, entre guillemets, économique. Non, les gens qui détruisent cet édifice de l'intérieur, ce sont nos amis, ce ne sont pas nos ennemis. Il faut encourager les Kahneman qui nous montrent que cet homo economicus, cet homme rationnel n'a jamais existé que dans des discours idéologiques, des trucs qu'on essayait de nous vendre. Thaler a fait la même chose. Il nous montre un être humain, un être économique plus proche de la réalité. Bon, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut approuver tout ce qu'il dit. Je viens de le dire à propos de mon ami Todd, et donc je le dis a fortiori à propos de Thaler. Mais ces gens-là vont dans le bon sens. Et par ailleurs, on a le choix entre ça, entre l'ultralibéralisme, critiqué par des gens comme Thaler, et le populisme, c'est-à-dire un appel au peuple, mais vide de contenu, ou justement pris, coincé dans les pires déterminations de l'homme ennemi de l'homme, ou alors coincé absolument justement dans des déterminations comme des déterminations économiques ou de la forme de la famille. Mais je crois que nous avons la possibilité de sortir de cela. Et justement, avec des notions comme la raison, dont il faut analyser l'émergence, dont il faut montrer d'où ça vient, qu'il faut montrer que c'est pas un ouvre-boîte universel ou un canif universel, que ça a une histoire, et que cette raison n'émerge pas dans la pensée chinoise comme elle émerge chez nous. Et que dans la pensée chinoise, il y a surtout cette idée du Tao, de l'ordre immuable. Cet ordre immuable qui est remis en question par le fait que nous sommes entrés dans l'anthropocène ou le capitalocène, le fait que nous détruisons la planète soit parce que nous sommes simplement des êtres humains, soit parce que nous sommes des capitalistes. J'ai encore jamais parlé de ce débat entre dire que c'est l'homme qui fait que nous foutons la planète en l'air, ou bien si le système capitaliste. Vous connaissez mon point de vue. C'est surtout notre comportement colonisateur. C'est parce que nous sommes comme des rats de ce point de vue-là, appelons les choses par leur nom. Petit animal sympathique que nous utilisons aussi dans des labyrinthes pour des tests psychologiques, parce que nous sommes semblables à bien des points de vue. C'est le fait que nous soyons colonisateurs, que nous ne savons pas faire communiquer. On me dit que c'est un cliché, mais c'est un cliché qu'il faut rappeler à tout moment, que nous ne pouvons pas, le prince et le philosophe, nous sommes incapables de faire communiquer ce que nous comprenons avec les décisions qu'il faut prendre. Il y a un exemple que j'ai cité l'autre jour, mais il est excellent. La banque UBS, l'Union de banques suisses, qui a le meilleur département d'analyse de ce qui se passe du point de vue des mortgages, des prêts qui ne sont pas des prêts hypothécaires, mais des prêts au logement aux États-Unis. Ils analysent, ils ont une équipe formidable, ils produisent des rapports, ils vous disent d'une semaine à l'autre ce qui est en train de se passer sur ce marché des titres adossés à des prêts au logement aux États-Unis. Et la banque suisse, la Union de banques suisses, dans l'autre département, ils n'arrêtent pas d'acheter de ces produits-là, ils sont une des pires victimes de ce qui arrive. L'incapacité, c'est même pas du philosophe au prince, l'incapacité dans deux départements de la même banque de tenir compte de ce que les uns font et de ce que les autres pensent. Donc c'est nous ça, c'est nous.
sommes des grands réfléchisseurs et des très très pauvres, des très très pauvres acteurs de notre monde. Alors c'est pour ça qu'il y a des gens voilà, comme les Todd, les Harari, les Annie Lebrun et les Paul Jorion qui essaient de mettre tout ça ensemble voilà, de faire que ça communique enfin avant qu'il soit tout à fait trop tard. Alors, vous le savez, moi je ne suis pas... je suis anthropologue, donc je suis philosophe entre guillemets, c'est ça un anthropologue, c'est un philosophe entre guillemets. Je ne vais pas dire que c'est une abomination que nous avons inventé la technologie, vous le savez bien, c'est nous, ça c'est nous, c'est la chose qui fait que les yeux fixés, les yeux de l'univers tout entier, qu'il n'en a pas bien entendu, allez pas me dire que je dis que l'univers avait vraiment des yeux. Les yeux de l'univers sont fixés sur nous parce que nous avons inventé des trucs qui nous prolongent. Et comme le dit Bruno Latour, c'est peut-être ça qui finalement qui va nous sauver. C'est le fait que nous avons tout foutu en l'air parce que nous avons inventé des outils, mais c'est peut-être les outils qui vont nous sauver à la dernière minute. Parce que maintenant, nous avons un environnement et il n'y a plus que par des moyens à nous, j'allais dire artificiels, mais c'est justement pas le mot qu'il faut dire, c'est pas artificiel. Quand nous faisons des choses, c'est naturel aussi. Ça sort pas tout à coup comme ça dans l'atmosphère. Non, c'est toujours nous, un prolongement. Le technologique, c'est nouveau, c'est nous qui avons inventé ça, mais ça ne veut pas dire que ça n'appartient pas à ce monde-ci, ça fait partie aussi de l'ordre immuable du monde. Dans le Tao, il y a maintenant des machines, voilà, c'est nous qui les avons fait, mais il faut que nous arrivions à les maîtriser, et c'est de plus en plus difficile, parce que comme si vous le voyez, et vous le voyez si vous suivez l'actualité de l'intelligence artificielle, maintenant les machines sont meilleures que nous. Maintenant, elles n'ont plus besoin de nous pour apprendre quelque chose. On leur explique qu'elles peuvent jouer avec elles-mêmes, et comme elles sont plus malignes que nous, elles arrivent vite à des solutions qui les font, comme au Go, gagner 100 à 0. 100 à 0, qui font que dans la reconnaissance des images, elles sont meilleures maintenant que le concepteur du programme. Ça ne veut pas dire, comme le dit, je ne sais plus, quelqu'un qui le rappelle, oui, mais c'est quand même nous qui avons écrit le programme. Oui, bien sûr, ça ne va pas durer non plus, ça. Hein, les machines vont aussi faire leur propre programme. Ce sera encore mieux fait, ça ira plus vite, et ainsi de suite. Il y a voilà, en deux jours, la machine AlphaGo, la nouvelle génération, la Deep, la Deep AlphaGo, elle a joué 5 millions de fois avec elle-même en 2 jours. Et elle a appris du coup comment ça marchait, le Go, hein, force d'en faire. Nous aussi, mais on n'a pas la possibilité, on n'a pas la possibilité de passer tant de temps. Si, quand on est petit, vous savez, passer, voilà, vous savez, un anneau comme ça, voilà, un anneau, hein, et on passe un bâton à travers. Voilà. Vous savez combien de temps il faut à un enfant pour apprendre à le faire? Il faut 800 heures. 800 heures pour apprendre ça. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a jamais remarqué? Parce qu'on s'en fiche, on regarde les enfants, ils sont là assis dans un coin, ils jouent avec leur machin et ils passent un bâton à l'intérieur du trou d'un anneau. Et on ne réfléchit pas au fait que ça a pris 800 heures parce que pendant ce temps-là, nous, on était occupés à faire autre chose. Ça nous prend beaucoup de temps. Essayer de faire ça pendant 800 heures pour une machine, mais écoutez, la machine qui peut faire ça pendant 800 heures, elle change notre conception du monde. Elle a le temps de faire avec ses... Elle carbure pratiquement à la vitesse de la lumière. Nous, je le rappelais l'autre jour, dans l'exposé avec Attali et de René, les signaux nerveux, ils vont à du 6 mètres à la seconde chez nous. Du 6 mètres à la seconde, c'est déjà pas mal, mais c'est pas comme la machine, ça. Hein, c'est lent, c'est très très lent, c'est lent. Voilà. Alors je vais terminer là-dessus. Si vous n'avez pas vu cet exposé, je m'étais dit que ce serait bien, cette discussion entre De René, Attali et moi sur l'avenir. Je savais que ça ferait des étincelles. Je savais qu'on dirait pas, qu'on sera absolument pas sur la même longueur d'onde. Mais si vous ne l'avez pas vu, regardez cette vidéo, regardez-la quand même. Il y a 3 conceptions du monde à venir, qui sont, je dirais, quasiment sans rapport l'une avec l'autre. Je me fais rabrouer souvent par De René. Je laisse entendre quand je lui réponds que moi je parle peut-être de choses plus importantes que lui. Regardez ça, regardez la discussion. Attali voit un avenir désincarné, où les hommes et les femmes, il n'y aura plus de différence. En fait, il y aura même peut-être plus d'hommes et de femmes en chair, parce que
nous existerons comme pur esprit et nous serons en dialogue avec d'autres purs esprits. Dans le monde de René, ben, c'est un monde où, voilà, c'est un monde où il y a surtout, je dirais, des gens qui ont de l'argent et qui vont pouvoir utiliser les progrès voilà, les perfectionnements futurs de la technologie pour faire des choses de plus en plus sophistiquées. Et par ailleurs, il n'y aura pas d'autres problèmes à l'intérieur du monde. Mais voilà, je vous résume pas ça, voilà, quelques réflexions. Mais passez les 40 minutes, si vous pouvez les trouver, à regarder la confrontation de trois visions du monde futur extrêmement différentes. Moi, personnellement, les deux autres me décourageraient entièrement si je devais m'y rallier. La mienne, vous le savez, c'est du retroussons-nous les manches. Chers amis, le moment est venu de changer le monde. Il n'y a pas que le populisme creux ou plein d'horreurs déjà connues ou l'ultralibéralisme. Il y a une troisième voie possible. Il y a une voie qui est autre que celle-là. Et on me reproche ces jours-ci de m'intéresser beaucoup trop à ce qui se passe en Chine. La Chine cherche une troisième voie. Comment dire, elle a quelques boulets. Il y a des choses qui sont passées dans les années récentes ou même maintenant qui sont des obstacles à des solutions. Mais au moins, je vois moi un point commun entre M. Xi Jinping et moi et certains autres comme Stigler, Todd Harari, Annie Lebrun pour ne citer que quelques noms, le nom de quelques personnes. Nous réfléchissons à ce qu'il faudrait faire maintenant. Et M. Xi Jinping, il n'est pas parmi ceux qui raisonnent le moins. Vous savez qu'à l'autre bout, et là, ce n'est pas de l'anti-américanisme primaire, je vous ai déjà parlé des liens que j'ai avec les États-Unis, et pas seulement des liens, mais de la réflexion que j'ai portée sur ce pays pour y habiter 12 ans, mais j'y pensais déjà avant et j'y pense encore. Malheureusement, ce pays-là, pour le moment, est plombé par un président voilà, qui vous montre ce que le populisme absolument creux peut faire une fois arrivé au pouvoir. C'est un échantillon, hein. Il y en a eu d'autres, malheureusement. Le moment c'est maintenant ou jamais, hein, qu'il faut faire changer le monde. Alors, l'aquabonisme, ça c'est sûrement pas la bonne solution. C'est sûrement pas la bonne approche, ça c'est certain. Il y a des enfants qui sont déjà là, il y a des gens autour de nous, il y a des enfants à nous qui vivront en 2100 et le monde risque d'être vraiment très très invivable déjà à ce moment-là. Il faut faire tout ce que nous pouvons pour empêcher ça et pas simplement baisser les bras. Et la Chine nous donne un exemple à ce point de vue-là. Ils ne baissent pas les bras. Et si nous baissons les bras pendant qu'eux ne le font pas, c'est eux qui nous diront ce qu'il faut faire par la suite. Et donc ça, il faut éviter aussi, parce que, comme je l'ai dit, il y a des inerties, des pesanteurs, peut-être des mauvais choix qui sont inscrits là-bas aussi. Il ne faut pas prendre ça comme un exemple à ne pas critiquer. Mais il faut le prendre comme un exemple, il faut réfléchir à ça. Regardez ce qui se dit au 19e congrès du Parti communiste chinois, même si a priori ça ne vous intéresse pas, ça a une importance pour le monde et pour ce qui va devenir, ça a une importance pour vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants si vous en avez déjà. Voilà, allez, à la semaine prochaine.